Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, on va parler d'interopérabilité avec Microsoft Fabric. Et yes, on arrive enfin à le dire. Et on progresse. Donc, dans cet épisode, on va découvrir comment Microsoft Fabric tisse des liens solides, plusieurs écosystèmes majeurs dans la donnée. Et donc, on va aujourd'hui parler spécifiquement de Snowflake et de Google BigQuery. On va voir avec des démos concrètes et des conseils avisés comment vous allez pouvoir assurer une circulation fluide et sécurisée des données entre ces plateformes. Sécurisée parce qu'on l'a découpé en deux temps. Dans un premier temps, on va parler de l'interopérabilité et donc l'arrivée des données dans Fabric. Et dans un second temps, on parlera d'un outil open source qui s'appelle Policy Weaver, développé par Microsoft, qui va simplifier et automatiser la gestion des politiques de sécurité à partir de différents catalogues sources, et ça arrivera dans la sécurité du OneLake. Donc restez perchés avec nous, on va comprendre comment profiter pleinement de cette interconnexion et donner à vos projets des ailes de chouette. On avait déjà fait une session sur le mirroring de Snowflake, l'externalisation des tables de Snowflake vers un stockage externe, comme un S3 par exemple. Et on avait fait exactement la même chose pour la partie BigQuery, je veux dire l'externalisation de la data vers un stockage externe. Depuis Ignite exactement, on a le mirroring BigQuery, on retrouve d'autres mirroring comme Oracle. Mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, ça va être, est-ce qu'il y a d'autres solutions ou est-ce que c'est devenu plus simple avec Snowflake, vu le partenariat qu'on a avec eux, et comment fonctionne le mirroring de BigQuery? Marc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Siam, oui, je vais pouvoir vous parler des nouveautés. Alors, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on avait déjà cette interopérabilité avec Snowflake, mais ça s'est grandement simplifié. Je vais vous montrer comment. Alors, pour refaire un petit focus sur le partenariat qu'on a avec Snowflake, qui est de plus en plus intéressant, cela va être dans plusieurs pans. On va avoir la partie Dataverse, la partie IA et la partie OneLake. Si je me focalise aujourd'hui sur la partie OneLake, comment ça va fonctionner? Vous avez à gauche Fabric, vous avez à droite Snowflake. Les offres vont être vraiment complémentaires dans la mesure où, là, le play qu'on va jouer aujourd'hui, c'est de dire Snowflake va écrire les données et va les écrire directement dans OneLake. Là où ça a évolué, c'est que vous allez trouver directement la connectivité et l'interface côté Snowflake, et de part et d'autre, vous allez pouvoir vous connecter à la fois depuis Snowflake à votre base Fabric, qui va être sur les données Snowflake, et côté Fabric, directement aller dans la base source, qui est la base du coup côté Snowflake. Donc, tu es en train de me dire qu'on a simplifié l'interopérabilité entre Snowflake et Fabric, dans le sens où le stockage de Snowflake devient OneLake, et ce qui facilite aussi les choses côté Fabric, c'est bien ça? Alors c'est ça, c'est-à-dire que côté Snowflake, vous allez le voir, vous allez par exemple vous trouvez sur votre base Snowflake existante, et vous allez avoir deux possibilités, soit stocker sur le stockage interne de Snowflake, soit par défaut, comme on va vous le montrer ici, stocker sur les données OneLake au format iceberg. Donc si on se focalise sur la partie Snowflake, vous allez retrouver les données, donc les données soit au stockage côté OneLake au format iceberg, soit stockage interne. Vous avez le compute qui va être le moyen d'écrire, et donc le warehouse de Snowflake qui va être le moyen d'écrire les données directement au format iceberg dans OneLake. Et vous retrouvez Cortex AI qui est... alors nous, on a les fabriques data agents chez nous. Là, vous avez aussi cette possibilité au choix d'aller choisir de faire des agents dans Snowflake. Et vous pourriez très bien le faire avec votre stockage qui est au format iceberg dans OneLake, sans aucun problème. Et on va dire ce qui va faire le lien, ça va être le catalogue, puisque au niveau du catalogue qu'on appelle Horizon chez Snowflake, vous allez justement stocker les données directement sur OneLake. C'est ça qui va être mis par défaut lorsque vous allez écrire une table. Et c'est ça qu'on va voir dans la démo. Super, on va commencer cette démo. Alors, comme d'habitude, je crée un nouveau workspace. Donc là, je suis côté Fabric, je vais vous montrer comment on va interopérer entre les deux systèmes. Donc premièrement, comme d'habitude, une capacité Fabric que vous connaissez. Point important, j'ai mis cette capacité au même endroit au niveau région que le Snowflake et de l'instance Snowflake que j'ai. Donc j'aime bien utiliser le UK, donc je me base sur les UK. Côté Snowflake, donc j'ai switché d'environnement, j'ai une table qui est existante, enfin une base qui est existante avec plusieurs tables. Là, voilà le nouveau bouton. Donc, vous allez pouvoir faire de l'ingestion sur OneLake. Donc, premier élément, vous allez devoir aller mettre votre tenante, le tenant AD de là où vous avez votre fabrique, pour pouvoir créer un nouveau user qui va être celui qui va avoir le droit d'écrire
dans Microsoft Fabric. Donc c'est la première étape que je mets. Ensuite, comme d'habitude, le workspace côté Fabric. Donc je vous rappelle comment le récupérer, hein. C'est tout le temps en haut dans l'URL. Vous avez l'ID du workspace. Vous pourriez aussi très bien mettre le nom. Donc ça c'est une petite nouveauté. Ça vous évite de mettre des ID. Donc là, tu vas créer depuis Snowflake, dans un workspace que tu as déjà créé au préalable côté Fabric, une nouvelle base de données. C'est ça. Et là, vous allez voir qu'on va voir directement les objets, et c'est là qui est intéressant. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, à un moment donné, on vous a demandé, donc le deuxième point, c'est de créer une connexion. C'est quoi la connexion? C'est que côté Fabric, je vais aller dans Manage Connection, et je vais aller créer une nouvelle connexion, qui est la connexion avec mon Snowflake. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, si vous avez déjà fait du mirroring, vous allez devoir mettre le cluster, l'URL côté Snowflake de connexion, et surtout créer un compte côté Snowflake qui a le droit de lire les données. Donc c'est ce que je fais là. Je le rappelle parce que c'est jamais simple. On nous pose souvent la question comment on fait la connexion avec Snowflake dans Fabric. Vous voyez, c'est toujours donc il y a le serveur. Je vous montre pour les gens qui connaissent un peu moins Snowflake, je vous montre quand même où aller le chercher. C'est aussi ça data chouette, hein, c'est de montrer le détail de ce qui se passe et pas uniquement la solution. Donc voilà, là j'ai mis l'URL. Ensuite, où aller chercher le warehouse? Je vais aller dans l'admin et je vais aller dans le compute. Voilà ce que j'ai là, voilà, compute, et là je vais aller avoir le nom de mon warehouse. Évidemment, je peux très bien dédier un warehouse pour cette partie extraction des données, enfin stockage des données vers l'iceberg et vers OneLake. Donc j'ai rajouté le warehouse. La connexion, ça va être une connexion sur Snowflake, du coup, connexion Snowflake, avec un user mot de passe. Alors ça, user mot de passe, je vais aller créer du coup ce nouveau user côté Snowflake. C'est important. C'est ça qui va me permettre de faire le lien avec Fabric. Donc assez simple, hein, je crée rapidement un nouveau rôle et un nouveau user. Voilà. J'ai mis, vous voyez, un petit mot de passe qui s'appelle data chouette et génial. Ou voilà. En tout cas, l'idée c'était de faire un peu de pub aussi dans mes vidéos. Voilà, donc là, je récupère l'essentiel. Je mets les détails parce que c'est important que vous voyez tout et que vous puissiez refaire à la maison parce que c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. On a une simplification, certes, mais vous voyez qu'il y a quand même des actions manuelles pour pouvoir y arriver. Ce qui est aussi intéressant dans la vidéo, c'est que vous avez le petit bouton tout à droite pour les mots de passe, pour stocker votre mot de passe dans un key vault si vous voulez, en termes de sécurité. Voilà, donc là j'ai ma connexion et je vais récupérer ce fameux ID de connexion que je vais mettre dans le formulaire côté Snowflake qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous aviez le workspace, je vais vous le remontrer. Vous aviez le workspace. Ah ouais, avant ça, pardon, excusez-moi. Je vais rajouter le user, le service principal qui a été créé par Snowflake et approuvé côté Azure AD pour pouvoir avoir le droit d'écrire et de lire les données côté OneLake. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je relance le formulaire. Donc pour rappel, je vais dans intégration, et ensuite je rappuie sur le bouton OneLake. Je remets les informations que j'ai mis tout à l'heure. Et par contre, j'ajoute ce Connection ID que je viens de créer dans Fabric qui me permet de faire la connexion entre les deux. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'aller choisir la base de données. Donc, vous allez choisir une base de données existante. Et là, maintenant, par défaut, quand vous allez créer une table dans cette base de données existante côté Snowflake, vous allez écrire directement sur OneLake la nouvelle table. Ça ne veut pas dire que ça va vous répliquer toutes les tables qui étaient existantes dans cette base de données, mais uniquement pour les nouvelles, vous aurez ce stockage sur OneLake. Vous avez vu, là, on m'a demandé quel est le nom de l'objet que je veux côté Fabric. Donc là, j'ai mis le nom d'une base de données que je veux côté Fabric. C'est le nouvel objet Fabric qui va être créé. La dernière étape, ils disent que par défaut, toutes les nouvelles tables qui vont être créées, effectivement, ce sera des tables sur OneLake. Donc là, on voit bien que cette table, maintenant, le stockage, donc là, je suis sur le catalogue, pointe bien sur l'URL de OneLake. Et donc, vous voyez le petit bouton à droite, Open in Fabric. Ça, c'est important. L'étape d'après, c'est justement d'aller pouvoir écrire une nouvelle table, parce que je suis toujours côté Snowflake, c'est toujours Snowflake qui va écrire les données côté Microsoft Fabric et côté OneLake. Donc là, c'est ce que je fais. Hein. Je lui donne les droits qui vont bien sur la base de données pour pouvoir écrire. Là, je suis vraiment côté Snowflake. Et ensuite, vous voyez, là, je m'arrête un petit peu parce que c'est intéressant. Je ne veux pas aller trop vite. Vous voyez ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé une nouvelle table, du coup. Donc, j'ai fait un create de ma nouvelle table dans ma base Snowflake au format iceberg. Et là,
plutôt que de créer une table from scratch, pardon, je vais créer je vais faire un as select et je vais recopier une table qui était existante dans mon compte Snowflake. Ça vient du sample de Snowflake qu'on a par défaut. Bah, ça va me permettre d'écrire directement une table qui existe. Et c'est aussi un moyen parce que si vous vous projetez, peut-être qu'aujourd'hui vous avez déjà des tables qui sont stockées d'ailleurs dans Snowflake au format propriétaire, donc sur le stockage interne Snowflake. Celles-ci, vous voulez les transformer au format iceberg dans OneLake, bah, vous pourriez faire ça. Vous avez juste à prendre la table existante, faire un select as et vous la copier dans OneLake. Et tu Voilà. vas pouvoir choisir après, en créant des nouvelles tables, si tu le souhaites qu'elles soient côté OneLake ou toujours côté Snowflake, ou maintenant que c'est configuré, ce sera toujours côté OneLake. Alors, vous pourrez changer, mais par défaut, c'est vraiment le warning Ok. qu'on met au moment où j'ai switché. C'est de dire que par défaut, maintenant, ça sera des tables qui seront côté OneLake. Donc c'est pour ça, choisissez bien une base de données qui correspond à votre besoin de dire bah, je vais stocker ces données-là sur OneLake pour jouer, déployer toujours des workloads Fabric. Hein. On est toujours dans l'optique de se dire je vais faire du direct lake, je vais faire du real-time. Voilà, je vais en tout cas utiliser l'interopérabilité entre les deux systèmes. Voilà, maintenant, une fois que c'est presque fini, je vais. Donc, vous avez vu que j'ai appuyé sur le bouton qui m'a permis d'aller directement sur Microsoft Fabric à partir de Snowflake. Donc ça, c'est ça la nouveauté, c'est qu'on montre vraiment l'interopérabilité entre les deux systèmes. On va pouvoir switcher facilement d'un environnement à un autre depuis les deux environnements. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton et je vais directement sur la base côté Microsoft Fabric, qui est finalement ce que je viens de créer côté Snowflake. Donc vous voyez, j'ai ma table que je viens de créer, elle est là, elle est au format iceberg. Vous voyez, il n'y a plus besoin de créer de shortcut, hein, c'est nativement disponible. Plus de latency par rapport à fait de se connecter à Snowflake aussi. Et si le compute de Snowflake est éteint, est-ce que tu as accès toujours à ces fichiers iceberg? Tout à fait, puisque finalement, c'est de la donnée qui est stockée dans OneLake, et donc il n'y a pas de Ça, raison c'est un gros d'utiliser à plus ce aussi moment-là. peut-être. Tout à fait, tout à fait. Et vous voyez, alors ça, c'est mon petit kiff perso. On voit bien qu'il y a Snowflake, le petit logo, dans Microsoft Fabric, et c'est un vrai objet. Avant, vous voyez des shortcuts iceberg. Là, on voit bien que ça vient d'une base Snowflake, et là, on a une vraie complémentarité entre les deux systèmes. Il me fait penser aussi au même système qu'on retrouve avec Databricks, justement. Complètement. C'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant, on se complète avec d'autres plateformes, je dirais. Voilà la démo. Donc là, vous voyez, donc vous voyez qu'on a renforcé, on a simplifié et on a renforcé le partenariat. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est sur le Play Data, mais vous avez vu tout à l'heure qu'il y a aussi beaucoup d'interopérabilité, notamment sur la partie IA, où on peut aller créer des agents Cortex côté Snowflake et les orchestrer sur AI Foundry ou même Copilot Studio. Ça pourra faire partie d'autres démos qu'on vous montrera par la suite. Merci Marc, ça simplifie pas mal les choses pour Snowflake en fait. Et maintenant, et si on voyait sur la partie BigQuery, le mirroring qu'on a tant attendu et qu'on a vu. Ce qu'on avait avant en fait, c'est pour la partie Power BI par exemple, on devait toujours passer par un connecteur natif de BigQuery bien sûr, ou le connecteur Simba qui impliquait d'autres choses derrière. Donc, on avait le mode import, ça veut dire qu'on devait charger la donnée, passer par un connecteur, passer par toute la partie réseau, faire l'action surtout de refresh côté Power BI, soit en appelant l'API et ainsi de suite, soit du direct query. Le direct query, on attaquait, on envoyait les requêtes directement au BigQuery et la plupart de nos clients n'étaient pas trop contents parce qu'il y avait un coût de cluster BigQuery qui était assez conséquent derrière. Mais si j'ai envie de faire du direct lake mode, est-ce que le mirroring, ça serait pas une solution à tout ça, Marc? Bah, c'est exactement ça, hein. Un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec Snowflake, l'idée de mettre les données directement dans OneLake va ouvrir ce champ des possibles sur les workloads Fabric et notamment sur celui de Power BI. Vous allez pouvoir faire du direct lake et accélérer vos workloads, par exemple pour des besoins d'avoir des données les plus fraîches possibles, puisque mettez-vous dans le cas où vous devez faire du direct query ou même du mode import, vous allez solliciter les computes de manière très excessif puisque vous allez vouloir avoir la donnée la plus fraîche possible. Là, on va être à la fois optimal et en termes de cost reduction, on est parfait.
On avait présenté une session sur DataShred qui présentait les différentes solutions d'accès à Google BigQuery avec des comparaisons. Finalement, là, on a un nouvel objet qui va nous permettre de simplifier le BigQSync qu'on utilisait aussi chez certains clients pour synchroniser les données. Ça peut s'apparenter à ça. C'est exactement ça. Finalement, ça a été l'intégration en tant qu'item fabrique d'un objet totalement intégré. Et donc, ça, en termes de simplification, c'est parfait. Je clique, on va le voir dans la démo, je clique sur un bouton et je vais pouvoir directement mirrorer mes données BigQuery, comme on a pu le faire d'ailleurs sur Snowflake. Et donc, quand tu Avec parlais des modes l'avantage du coût aussi, qu'on n'a pas encore évoqué sur le mirroring. complètement. Alors là, on montre rapidement les bases c'est un peu le principe de tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le mirroring, hein. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer en real time les données en ce qu'on appelle en change data capture qui sont mis côté BigQuery, enfin qui sont intégrés côté BigQuery pour aller les répliquer dans OneLake au format Delta. Alors la petite subtilité par rapport aux autres mirroring, c'est que Google a mis une sorte de limitation. On va pouvoir le délai entre les deux va être de 15 minutes. En parlant justement d'avantages, Ce qui est intéressant avec le mirroring, à l'instar des external tables, c'est qu'on a des commandes à maintenir à jour, des commandes à faire tourner côté BigQuery. Or que côté mirroring, j'ai rien à faire. Je vais vraiment être flemmard de bout en bout. Donc la réplication se fait de manière automatique, le stockage est gratuit. Aussi, il faut noter, vous voyez la différence avec Snowflake où le partenariat est de plus en plus solide parce que même la partie external table, maintenant, elle se fait comme Marc nous l'a montré à travers quelques clics. Maintenant qu'on a vu ça, Marc, est-ce que tu peux nous montrer le mirroring? bien, alors, donc effectivement, on avait fait des vidéos précédemment sur BQSync. Vous vous rappelez un petit peu l'effort qu'il fallait faire, créer des scripts d'intégration, utiliser un notebook Spark pour synchroniser, etc. Vous allez voir que là, c'est très rapide. Donc là, un peu comme tout à l'heure, je suis sur l'environnement, cette fois GCP. Je vais aller sur BigQuery, je vais vous montrer un peu ce que j'ai en termes de base de données qu'on appelle dataset chez BigQuery. Les termes un peu bougent entre Snowflake, chez nous, et BigQuery. Donc voilà mon projet qui s'appelle Fabric POC, hein, pour la petite histoire. Donc voilà, j'ai un data warehouse qui vient de chez nous, qui s'appelle le Worldwide Importer, qu'on aime bien utiliser chez Microsoft. Donc j'ai des dimensions et des tables de faits. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'en quelques clics, on va pouvoir répliquer cette donnée. Je vous montre une table pour vous montrer qu'il y a quand même de la volumétrie, ça c'est intéressant. Et vous montrer que finalement, la réplication marche aussi très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une latence de 15 minutes qui n'est pas due à l'intégration qui a été faite côté Fabric, mais vraiment une limitation côté Google de sollicitation de la donnée et du compute. Voilà, je retourne côté Fabric, je vais créer ce nouvel item qui est intégré cette fois et qui va me permettre de faire le mirroring. On est vraiment au même niveau de ce qu'on fait côté Snowflake avec le mirroring, c'est-à-dire que l'idée c'est la simplification, c'est ensuite la synchronisation des données au format Delta, au fil de l'eau. Donc voilà le nouveau bouton qui est encore en preview. À noter que celui de Snowflake est lui en G1. Là, comme pour Snowflake, je vais aller créer une nouvelle connexion. Alors, côté BigQuery, c'est assez simplifié dans la mesure où je vais prendre le JSON que j'ai créé pour externaliser le compte et je vais juste copier-coller ce JSON-là dans ma connexion. Donc, je peux passer ou non par la gateway, ça c'est important, hein, et pareil pour Snowflake. Hein. On est toujours soit on utilise ces bases-là en stockage, enfin en réseau fermé, soit vous l'ouvrez et vous y accédez. Mais vous avez toujours cette gateway Power BI Fabric qui vous permet de l'utiliser. Donc voilà, j'ai juste copié-collé mon JSON et c'est tout. J'ai rien d'autre à faire, c'est assez simple. Donc le nom du user, enfin le service principal hein, qu'on peut appeler sur Snowflake, et le JSON qui donne finalement les credentials, c'est fini. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout fait. J'accède directement à mes données BigQuery, à mes fameux datasets. Je vais choisir le dataset qui m'intéresse et surtout, le principe du mirroring, il est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que je peux prendre tout le dataset, donc toutes les tables qui sont à l'intérieur de mon dataset,
ou uniquement les tables que je souhaite répliquer. Mettez-vous toujours dans une perspective de data vise où vous n'allez pas forcément vouloir répliquer toutes les tables ou même sur des autres workloads Fabric. Je vais aller choisir, là j'ai pris Dimension City, j'ai pris quelques tables pour refaire mon data warehouse et pourquoi pas mon modèle de données sur Power BI pour utiliser des workloads Power BI. Voilà, après, je peux automatiser ou pas les futures tables en disant s'il y a de nouvelles tables qui arrivent. Vous voyez, là, je vois tout de suite le preview de mes données. Ça, c'est intéressant. Et j'ai fini, en fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. Ça va me créer ma base mirrorée dans Microsoft Fabric avec les données de Snowflake. Avec les données de BigQuery, pardon. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris les workloads que tu voulais exposer côté Fabric en quelques clics. Et après, tu n'as plus à te prendre la tête à gérer un refresh ou quoi que ce soit. Et ça va aller de manière... Incrémentiel, charger les données aussi. Incrémentiel, Exactement, ça, c'est le mot que intéressant. je cherchais. Ouais, merci, ouais, clairement. Ouais. Voilà, donc on s'approvisionne la base et une fois que vous avez ça, vous avez les données au format Delta en incrémental et donc vous pouvez tout de suite les utiliser avec Microsoft Fabric. Pour terminer, comme d'habitude sur le mirroring, vous avez la possibilité, vous voyez ici, de vérifier le monitoring des tables qui ont été répliquées côté BigQuery. Et donc là, vous avez du running et puis ensuite, vous allez avoir les données lorsqu'elles sont répliquées avec le nombre de lignes, etc. etc. Donc ça, c'est hyper intéressant pour savoir où vous en êtes. On a les outils côté Microsoft Fabric pour ça. Ok, et puis une fois que tes données sont maintenant disponibles, ça ouvre le champ des possibles avec les différents workloads qui sont présents dans la plateforme. Ouais. Et du coup, Marc, je dois aussi répliquer ma sécurité de BigQuery ou Snowflake vers Fabric? Super bonne remarque, Amar. Justement, la majorité de nos clients nous posent cette question, c'est de dire quid de la sécurité que j'ai implémentée dans mes bases sources, que ce soit du BigQuery, du Snowflake ou même du Databricks. Et ben, on a la solution via un outil qui s'appelle Policy Weaver, qui va faire quoi finalement? Qui va aller récupérer la sécurité que vous avez dans vos bases sources et les appliquer sur OneLake Security dans les bases les données qui sont répliquées côté OneLake. Ok, Marc, c'est gentil, mais on garde ça pour le prochain épisode. On a fait le teasing. Venez voir la prochaine session. Donc pour conclure cet épisode, on a pu explorer ensemble comment Microsoft Fabric s'intègre harmonieusement avec des plateformes majeures telles que Snowflake, Google. On l'a vu que le mirroring simplifie pas mal de choses et on a vu qu'il y a des solutions innovantes comme Policy Weaver qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de vos environnements data tout en restant serein sur la gestion de vos accès et la fluidité de vos projets. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à être alerté du prochain épisode. D'ici là, on vous dit à bientôt sur la chaîne Data Chouette. À bientôt. À bientôt. À bientôt.